Bonjour à tous, donc je m'appelle Aude Bourdeau, je vais me présenter rapidement. Je suis diplômée de l'INSA Toulouse en génie mathématique et modélisation avec un double diplôme, un Master 2 co-délivré par l'école de la météo et l'UPS qui portait sur océan, atmosphère et surface continentale. Et après ça, j'ai fait une thèse à l'ISAE Supaéro sur le GPS, les algorithmes de GPS. Donc j'ai une formation très orientée mathématiques, traitement du signal. Et j'avais depuis longtemps de l'intérêt en fait pour tout ce qui était observation de la Terre. J'ai d'abord été ingénieur data scientist et maintenant je travaille donc pour Alten, une SS2I, et je travaille au CNES. Dans une équipe optique et instruments, donc on travaille en fait sur les plus spécifiquement sur la modélisation de l'instrument qui volera sur le satellite Microcarb, qui a pour but de mesurer le CO2 dans l'atmosphère. Donc on est vraiment totalement en amont en fait de toute la chaîne de développement, de création des satellites qui ensuite permettent d'observer la Terre et finalement de comprendre ce qui se passe dessus, de visualiser tout ça. Et je crois que c'est par le CNES que j'ai eu connaissance du hackathon Act in Space. Donc ce hackathon qui s'est tenu au printemps dernier. Le but, c'était d'utiliser les technologies du spatial ou les données du spatial pour développer une idée d'application, a priori, pas pour le spatial. Alors il y avait quelques challenges dédiés au spatial, mais l'idée générale, c'était de prendre des technologies ou des données venant de l'espace pour développer de nouvelles applications au sol, en fait, pour notre vie de tous les jours ou pour des corps de métier qui ne sont pas, a priori, liés au spatial. Donc pour ce hackathon, il y avait pas mal de challenges différents proposés par le CNES, par l'ESA, par Airbus, par d'autres sociétés, donc sur des thématiques vraiment très différentes, à partir de technologies qui pouvaient être aussi bien des technologies venant de l'ISS, développées sur l'ISS, des technologies du médical, des technologies des télécommunications et tout ce qui était utilisation des données d'observation de la Terre, les données d'Airbus et les données du programme Copernicus, donc de Sentinel, si vous en avez un peu entendu parler. Donc ils sont dans le visible, des données de radar et qui permettent de revisiter très régulièrement toute la surface de la Terre. Pourquoi est-ce j'ai décidé à la base de participer à ce hackathon ? Pour plusieurs raisons. D'abord, ça faisait longtemps que régulièrement j'avais des envies de monter une start-up. La réflexion était venue au fil du temps, des postes que j'ai pu occuper, des périodes de chômage après ma thèse, mais sans jamais avoir trouvé jusque-là une idée qui me semblait vraiment tenir la route et qui me donnait envie de m'y mettre à fond, parce que monter une start-up, je pense que c'est assez clair que ça demande une énergie énorme, une implication énorme, d'y croire à fond, et donc il faut croire en son idée. Donc il y avait cette envie-là, et les hackathons sont un bon moyen finalement de démarrer une idée de start-up, de démarrer le travail sur la creuser, la tester, échanger autour. Voilà, donc c'était une des premières raisons. Il y avait aussi mon envie de retravailler vraiment avec des données d'observation de la Terre. Donc là aujourd'hui je travaille vraiment en amont de leur génération, mais j'oublie pas ma spécialité première qui était le traitement d'informations, et donc plutôt le traitement d'images qui m'attirait plus que la partie optique. Donc j'avais envie de voir si on pouvait trouver une idée, voilà, d'application nouvelle de ces données d'observation de la Terre. Et surtout arriver à creuser jusqu'à trouver une idée qui est monétisable et rentable, puisque
Le but, c'était d'aboutir à une idée de start-up, donc à une idée rentable et pas à une idée de projet qui pourrait être développée dans des labos de recherche. Il y en a énormément, il y a énormément de choses à faire avec les données d'observation de la Terre, mais on se situait sur quelque chose d'un peu différent. Donc pour faire ce hackathon, il fallait venir en équipe, c'était mieux. Donc je suis allée recruter des gens autour de moi. En premier lieu, j'ai recruté mon mari, qui est enseignant-chercheur à Supaéro, spécialiste de vision pour la robotique, donc tout ce qui est traitement d'image, ça lui connaît très bien. Ça tombait bien. Ensuite, on cherchait un peu avec qui faire ça, et en fait, dans les doctorants d'un collègue de mon mari, il y en avait un qui travaillait justement sur l'étude des arbres, la classification automatique des arbres par télédétection. Et son projet de thèse mêlait aussi bien la télédétection par drone avion que la télédétection spatiale. Et on s'est dit, mais c'est génial, s'il fait sa thèse là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose à faire. On n'avait jamais, durant nos brainstorming, songé à faire quelque chose sur les arbres. Ça nous parlait, enfin, on pensait pas que c'était très porteur, mais on s'est dit, il doit y avoir quelque chose à creuser. Et du coup, on est allé lui proposer de participer avec nous au hackathon, si ça l'intéressait, vu que c'était son projet. Il a été d'accord, donc voilà, on avait le 3e membre de notre équipe, et puis le 4e membre, moi je suis allée recruter un de mes collègues au CNES, qui a fait ça pour le fun. Lui, il est vraiment très opticien, mais ça l'amusait de participer à cette aventure sur un week-end finalement, puisque c'était du vendredi après-midi au samedi en fin d'après-midi sur 24 heures. Donc voilà comment l'histoire a démarré. Et du coup, on arrivait avec déjà une idée à un peu dirigée finalement par le thème d'application de la thèse de notre 3e coéquipier, qui était donc les arbres. Mais le hackathon, ça demande de présenter à la fin un pitch, enfin en tout cas dans le cas d'Acting Space, il fallait présenter un pitch comme si on voulait présenter une idée de start-up à des investisseurs. Donc il fallait pas juste une idée scientifique, il fallait développer tout ce qu'il y a autour, l'étude de marché, le business plan, la concurrence. Ça a été 24 heures assez intense, même si on n'a pas été l'équipe qui a le plus bossé, mais il y avait vraiment beaucoup de choses à étudier, et en 24 heures, je pense que si vous faites de la gestion de projet, vous vous rendrez compte qu'on ne peut pas balayer tout sur un projet. On fait qu'une analyse en surface, donc après il restait encore beaucoup de boulot pour creuser tout ça. Donc voilà ce qu'on avait réussi à proposer en 24 heures avec une petite réflexion un peu avant Acting Space, puisqu'on savait à peu près sur quoi on allait partir. Donc au début, on était sur la classification des arbres pour les villes, etc. Et puis durant le week-end, on a pu appeler quelqu'un qui travaille à la mairie de Toulouse, au service des arbres. Et en discutant avec elle, on s'est rendu compte que même s'il y avait un intérêt quelque part pour la ville, mais en fait le fonctionnement des villes ferait qu'ils n'achèteraient jamais ce genre de produit. Ils préféraient le développer en interne. Donc il a fallu qu'on réoriente notre réflexion au cours du week-end, et finalement on s'est orienté vers détecter les arbres malades en se basant en partie sur les résultats qu'avait le doctorant dans sa thèse, et qui étaient des résultats au sol. On s'est dit mais il doit y avoir quand même possibilité de le faire par satellite, et sur un week-end on n'avait pas du tout le temps de tester scientifiquement si c'était faisable ou pas. On faisait juste confiance finalement à notre connaissance de la science et du traitement d'images possible, et on a par contre creusé tous les autres aspects du projet. Donc pour présenter un peu notre histoire, on démarrait en fait en parlant des arbres du canal. Je ne sais pas si vous savez que sur le canal, les platanes, il y en a qui sont malades à cause d'un champignon, et qui sont en train, ce champignon est en train d'éradiquer une bonne partie des platanes du canal. Donc ça, c'est des images de ce qu'il y a du côté de Béziers. Et donc nous, on venait proposer une solution pour prévenir un peu tout ça, en utilisant les données satellites. Et donc on avait identifié que nos clients potentiels, c'était les gestionnaires de parcs arborés de manière très générale. Alors là, c'est si vous montez une start-up un jour, si vous voulez vous lancer dans ce genre de projet,
C'est une des premières erreurs à ne pas faire, de rester aussi général que ça. En fait, il faut cibler beaucoup plus finement ces tout premiers clients pour pouvoir développer quelque chose qui est vraiment précis comme produit pour ces clients-là et vraiment étudier comment vous pouvez les atteindre, etc. Là, dire tous les gestionnaires de parcs arborés, aussi bien privés que publics, c'était trop général. C'est des gens qui fonctionnent pas pareil, à qui on ne peut pas vendre les choses de la même manière, qui vont pas exactement avoir les mêmes besoins. Donc dans une première approche, c'était pas mal, mais en fait, il fallait continuer à creuser ça. Donc après, là, c'était la démonstration un peu de ce qu'on voulait faire, de prendre une image satellite, d'y détecter tous les arbres. Donc ça, c'est les arbres de Paris. Et ensuite de les classer par espèce et par diagnostic de santé. Donc ça, c'était l'idée qu'on présentait. Et après, on étudiait la concurrence. Donc ça, c'est assez classique. Je pense que je ne vais pas... si vous vous intéressez au montage d'une idée startup, je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur l'étude de la concurrence. Le but, en fait, c'est pas forcément... Bon, là, on l'avait présenté comme ça, mais après, en continuant à développer le projet, le but, c'est pas forcément de dire que vous êtes meilleur. Souvent, vous aurez des gens assez gros en face. Finalement, là, c'est pas la meilleure manière de présenter les choses. La meilleure manière de présenter les choses, c'est de dire en quoi vous êtes un peu différent. Pas meilleur, mais un peu différent. Et ça peut être la différence sur, typiquement, les gens à qui vous allez adresser votre solution. Des très gros du marché vont pas aller voir des petits clients parfois. Airbus, Téléspatiaux, dans notre cas, Planète, vont pas aller voir des tout petits clients, ils vont aller s'adresser aux très gros. Vous pouvez très bien dire que vous décidez de faire la même chose, mais en allant voir des petits. Ça peut être une approche, mais dans ce cas-là, vous ne classez pas en termes de on est meilleur, quoi. Ça n'a pas de cohérence. Après, on présentait rapidement comment on comptait vendre notre solution, forcément, puisqu'il fallait bien monétiser tout ça. Donc nous, ça allait, c'était assez simple, puisqu'on on vendait des cartes et un abonnement aux mises à jour de ces cartes. Il y a quand même toute une réflexion à mener qui n'avait pas été menée là sur les canaux de distribution. Comment vous allez voir les gens? Est-ce que vous avez besoin d'un commercial qui va aller faire du porte-à-porte? Est-ce que vous faites de la publicité dans des magazines, sur Internet? Est-ce que c'est par le bouche à oreille? Il y a plein de manières de faire et il faut y réfléchir parce que ça va impacter beaucoup de choses au final. Nous, on était tous scientifiques, alors on était très très concentrés sur la science et on manquait vraiment de compétences annexes, d'où le fait que ça a pu être un peu léger sur les autres points. On s'est beaucoup concentré pendant tout le week-end à être sûr de nous sur est-ce que c'est vraiment faisable techniquement ou pas. Quand on a vu d'autres présentations à Actin Space, typiquement les gagnants français d'Actin Space, puisque nous on a gagné la finale régionale à Toulouse et puis après il y avait une grande finale un mois plus tard française puis internationale. Les gagnants français, leur solution, nous on savait que scientifiquement elle n'était pas du tout réalisable parce qu'elle tombait pile dans le domaine de recherche de mon mari et il savait bien que ça tenait pas la route, mais le jury en face le savait pas. Par contre, à côté, ils avaient très bien travaillé leur business plan, leur présentation, qui étaient leurs clients, etc. Et c'est ça qui a fait leur force. Mais c'est aussi un peu un coup de peau. Quand vous participez à ces hackathons, tout dépend sur qui vous tombez dans le jury. Nous, à un moment, on est tombé face à un expert de la surveillance des arbres dans le jury. Et ce qu'on a présenté à ce moment-là, et c'est pour ça que par la suite notre idée a évolué, ne l'a pas convaincu à lui. Il y aurait eu dans le jury un expert de vision pour la robotique pour les gagnants français. Ils n'auraient sans doute pas passé les barrages de la demi-finale. C'est un peu le hasard, mais c'est aussi prendre en compte à qui vous vous adressez quand vous présentez votre projet. Si vous le savez à l'avance, on ne s'adresse pas du tout pareil à un investisseur qui lui va parler sous, business plan, quelle part de marché vous allez vouloir prendre, enfin comment vous comptez la prendre, etc. Et qui va vous faire confiance finalement pour l'aspect scientifique. Si vous êtes convaincu
de la faisabilité, il va pas forcément chercher à aller la remettre en cause, c'est pas son métier du tout. Vous allez souvent lui parler de choses scientifiques qui lui passent 10 000 pieds au-dessus de la tête, parce que c'est pas sa formation, c'est pas son cœur de métier. Et par contre, quand vous discutez avec des scientifiques, ben, l'aspect business plan, etc., eux, ils vont beaucoup moins se regarder, du moment que ça leur paraît à peu près cohérent et que vous présentez un peu la concurrence qui se fait, ça va leur aller. Mais par contre, ils vont insister beaucoup plus sur mais vous avez déjà testé, est-ce que vous avez une preuve de faisabilité, etc. Et à la fin, ben, le jour où vous parlez à vos clients, c'est encore autre chose. Vous n'allez pas leur présenter la même chose non plus et les mêmes aspects de votre projet. Voilà. Donc le projet, on a continué à le développer après, alors pas exactement avec la même équipe, parce que mon but à moi, c'est d'arriver jusqu'à la création d'une start-up. Et donc on a participé au Copernicus Master, qui était dans la continuation d'Act in Space, et là qui se passait tout à distance. C'était toujours des idées de projet, là plus spécifiquement avec l'utilisation des données Copernicus, donc Sentinel. Et donc ce coup-ci, c'était en anglais qu'il fallait présenter. Et donc le projet a évolué, a changé de nom entre-temps, et on s'est recentré juste vraiment sur la surveillance des forêts. Donc vous allez voir qu'en prenant le temps de le faire, on a quand même vachement changé l'aspect de la présentation. Et c'est pas encore parfait. De toute façon, un slide deck pour pitcher une startup, il faut que ça évolue en permanence. Déjà, votre idée, elle évolue en permanence, mais vous pouvez toujours l'améliorer. Là, j'ai passé du temps en fait à regarder des tutoriels sur YouTube faits par des incubateurs, des accélérateurs, des gens spécialisés dans le pitch de start-up. J'ai essayé de m'en inspirer. Je dis pas du tout que c'est parfait, mais c'est pour vous montrer un peu l'évolution qu'il y a pu y avoir. Le but d'un slide deck quand même, de start-up, c'est d'être vachement épuré. Ça, c'est le premier truc qu'on a eu vachement de mal à faire en tant que scientifique. Et heureusement que pendant Act in Space, on a eu les conseils d'une précédente gagnante française d'Act in Space. Parce qu'au début, on mettait énormément de texte dessus, on venait de la science, on faisait notre présentation comme on aurait fait la présentation lors d'une conférence scientifique. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Voilà, donc il faut faire quelque chose de vraiment épuré, qui marque. Alors les conseils, généralement, c'est pas plus de 3 points par slide et pas plus de 20 mots par slide. Et mettre des images parce que le cerveau retient mieux les images que le texte. Donc voilà ce que ça a donné sur nos nouveaux slides. On est, je l'espère, sur quelque chose de plus marquant et de plus clair. Après, du coup, forcément, c'est pas des slides faits pour être vus sans la présentation autour. Ils sont à peu près compréhensibles, mais votre présentation autour, c'est ce qui va donner tout le corps des slides. Et en fait, justement, ils sont là pour être juste un support léger, mais pour pas détourner l'attention pendant votre présentation. Il ne faut pas que les gens ils soient en train de lire 30 lignes de texte pendant que vous faites votre présentation. Et qu'ils puissent juste avoir l'image en tête, qu'elle le marque et que ce soit votre discours autour qui fasse la valeur. Bon après, parfois vous pouvez pas rester vraiment très très léger, mais c'est là aussi où il faut essayer de retravailler ces slides, se demander si on peut pas les présenter d'une manière complètement différente, l'idée, tester différentes choses. Alors moi j'ai un gros défaut, je suis une grande procrastinatrice, donc généralement mes slides sont prêts 2 heures avant la présentation, donc j'ai pas vraiment le temps de faire des tests et de vérifier si ça passe bien, etc. Mais il faudrait le faire dans l'idée. Je m'y prends mal, puisque plus vous vous entraînerez, plus vous répéterez, plus vous aurez des feedbacks de gens. Après, il faut savoir gérer les feedbacks aussi pour pas tout déconstruire et reconstruire à chaque fois. Mais voilà, plus vous pourrez peaufiner ce genre de choses, ce genre de présentation. Donc là, c'est un pitch deck pour une présentation de start-up. Vous pouvez présenter un projet en interne dans une entreprise de la même manière. L'idée reste la même, c'est d'être clair, de repérer les points clés, d'avoir des slides pour chaque point clé. Et après, c'est votre présentation à l'oral qui doit faire le reste.
Et sinon, les gens, après, vous leur fournissez un dossier où là, il y a toutes les infos, il y a tout le blabla, etc. Et où ils pourront aller retrouver les infos le jour où ils en auront besoin, mais c'est pas dans vos slides que ça doit être. Voilà.